Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter la fin du cours que nous avons commencé, mais que nous ne finirons pas au collège, étant donné que maintenant, chacun est chez soi. Il s'agit du cours sur la décolonisation. La décolonisation a lieu essentiellement entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 1945, et l'indépendance de l'Algérie, 1962. Alors, d'abord, je dois vous préciser que la décolonisation commence bien avant. On pourrait parler de l'Amérique, qui obtient son indépendance vis-à-vis des pays européens au XIXe siècle. On aurait aussi pu citer l'Égypte, qui obtient son indépendance plus tôt. Mais presque toutes les colonies ont obtenu leur indépendance, en fait, entre cette fin de la Deuxième Guerre mondiale et les années 60. Dernière exception dans l'autre sens cette fois, le Mozambique, par exemple, n'obtient son indépendance qu'en 1975, c'est-à-dire quand les dictatures de l'Espagne et du Portugal vont s'effondrer. Pourquoi 1945 ? Eh bien, parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, d'abord, du point de vue de l'Empire anglais, on a beaucoup promis, en échange de la mobilisation pour vaincre l'Allemagne, qu'il y aurait, à la fin de la guerre, du changement et que, finalement, les peuples qui soutiendraient le Royaume-Uni seraient récompensés par l'indépendance ou l'autonomie après le conflit mondial. Évidemment, il n'est pas certain que les autorités anglaises souhaitaient tenir leurs promesses, tout comme elles ne les avaient pas tenues après la Première Guerre mondiale. Mais à partir de 1945, lorsque la guerre est finie, des contestations sont visibles et nettement visibles partout. Contestations au Moyen-Orient, contestations en Inde. Les autorités anglaises préféreront dans la plupart des cas essayer de négocier au plus vite l'indépendance et conserver des liens économiques, politiques, diplomatiques avec les pays qui accèdent à cette indépendance, plutôt que de chercher à s'enliser dans un conflit. Du point de vue de l'Empire français maintenant, les choses sont un peu différentes. Par exemple, l'Indochine avait été perdue pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les armées japonaises se trouvaient sur place. L'armée française, les autorités françaises n'étaient donc plus en situation de contrôler le pays. En 1945, lorsque le conflit se termine, plusieurs mouvements indépendantistes déclarent l'indépendance sans attendre. L'armée française va tenter de reconquérir le pays en revenant sur place puisqu'elle n'y était plus. La guerre d'Indochine dure 9 ans. Elle se termine par une défaite de l'armée française, la bataille de Dien Bien Phu. À partir de là, elle doit admettre l'indépendance de 3 pays séparés qui vont exister, le Vietnam, le Cambodge, le Laos. Et puis, cette victoire du Vietnam, du Laos et du Cambodge en 1954 donne des idées à toutes les autres colonies de l'Empire français. En Algérie, 1954 est aussi l'année du début de la guerre d'Algérie, guerre pour l'indépendance qui va durer de 1954 à 1962. À travers les documents, vous avez pu voir plusieurs aspects de cette guerre. Premier aspect, du point de vue algérien, il s'agit de refuser de subir les mêmes traitements inégalitaires qui existent depuis la conquête, qui avait débuté en 1830. On peut voir par exemple que les hôpitaux, les écoles que la colonisation était censée apporter aux autres peuples, finalement étaient réservés aux colons eux-mêmes. Les Algériens, eux, n'en bénéficiaient pas. Deuxième aspect, du point de vue français. Du point de vue français, cette guerre est une guerre qui porte un enjeu beaucoup plus grand que pour toutes les autres colonies. D'abord parce que c'est une colonie de peuplement. Il y a presque 1 million de Français dits européens, dont la famille est originaire de la métropole, qui disposent des véritables droits d'un citoyen français, par opposition aux 9 millions de Français dits musulmans, qui, eux, sont traités comme des sujets de l'Empire français. Ces colons ne comptent pas accepter l'Algérie indépendante. Ils sont même prêts à se soulever avec l'appui d'une partie de l'armée française pour réclamer les moyens de gagner la guerre d'Algérie. Le général de Gaulle arrive au pouvoir en 1958 justement parce que les colons menacent, avec l'aide de certains généraux, de renverser le pouvoir s'il ne met pas tous les moyens disponibles pour gagner la guerre. Et puis, deuxième aspect, c'est qu'en France, on va mobiliser. Cela veut dire que des jeunes qui ne sont pas soldats de métier vont être appelés à faire leur service militaire, non pas simplement dans des casernes pour apprendre le maniement des armes, mais directement en Algérie pour participer au combat. Et en plus, cette armée française va utiliser des méthodes particulières, puisque l'adversaire mène ce qu'on pourrait appeler une guerre de guérilla. Il ne déploie pas son armée sur les champs de bataille. Il mène des attentats ou des attaques rapides, puis il se replie.
Les militaires français vont donc décider d'avoir recours à toutes sortes de représailles contre les populations qu'ils soupçonnent d'être complices du FLN. Par exemple, les prisonniers sont souvent torturés pour obtenir des aveux. Les villages sont parfois incendiés ou les civils maltraités parce qu'on les soupçonne d'avoir aidé le FLN. Finalement, l'effet sera exactement le contraire de ce qui était souhaité. La majorité de la population des Français dits musulmans, donc des Algériens, qui au départ ne participent pas directement à cette guerre d'Algérie, vont prendre le parti du FLN face à l'armée française. Finalement, le général de Gaulle négocie l'indépendance et en 1962, il doit signer les accords d'Évian qui permettent à l'Algérie de devenir un État souverain et conduisent au retour des pieds noirs en France, qui pour certains n'y avaient jamais mis les pieds, ainsi que des harkis, c'est-à-dire cette minorité de Français musulmans qui avaient participé aux côtés de la France à la guerre d'Algérie. L'Empire français en Afrique a cette fois totalement disparu et de nouveaux États sont apparus. Ces nouveaux États, en Afrique, en Asie, arrivent à un moment particulier de l'histoire du monde, puisqu'on est en pleine guerre froide. États-Unis et URSS se proposent de les soutenir, mais chacun, évidemment, en échange du fait de rejoindre leur bloc. Finalement, les nouveaux gouvernements de ces pays indépendants se retrouvent instrumentalisés. Soit ils soutiennent les États-Unis, mais ils risquent dans ce cas d'avoir à affronter une opposition aidée, financée, parfois armée par l'URSS. Soit ils soutiennent l'URSS, mais ils risquent dans ce cas de faire face à une opposition prête à faire un coup d'État et qui sera elle aussi aidée, financée, armée par les États-Unis. Pour éviter de se retrouver piégés dans la guerre froide, ces nouveaux États vont essayer de constituer un bloc à part, le bloc des non-alignés, qui ne sera donc ni le bloc de l'URSS ni celui des États-Unis. On parle pour ces pays de tiers-monde. Comme le tiers-État en France était un ordre qui n'avait aucun droit, le tiers-monde considère qu'on ne lui laisse aucune place parmi les pays industrialisés, les pays développés. Les pays du tiers-monde n'ont pas pour autant une tâche facile. Bien souvent, ils ont obtenu l'indépendance par la force, et ce sont donc des groupes armés qui ont pris le pouvoir. Les pratiques démocratiques ne sont pas leur fort, et beaucoup de ces pays indépendants deviennent très vite des dictatures. Ensuite, ces pays ont besoin de tout. Ils doivent construire des infrastructures, bâtir des écoles, des hôpitaux, des routes, pour essayer de se développer. Mais à qui emprunter l'argent? Eh bien, il faudra emprunter l'argent auprès des banques des pays développés. Donc, les anciennes puissances coloniales, France, Royaume-Uni, ou bien les États-Unis et l'URSS. L'URSS ne prête pas forcément directement d'argent, mais, et cela revient au même, il prête du matériel, une assistance technique, en échange du fait de rejoindre le bloc communiste. Les pays du tiers-monde peuvent donc être aidés, mais à condition, une fois encore, de choisir un camp. Deuxième problème après 1973, l'économie mondiale subit un choc pétrolier, une crise économique qui va se poursuivre plusieurs années. Pour les pays du tiers-monde, cela signifie que les taux d'intérêt des emprunts qu'ils avaient faits pour se développer vont augmenter considérablement. Tous ces pays commencent donc à s'endetter dans les années 1970 à un rythme tel qu'aucun d'entre eux ne peut espérer rembourser seulement les intérêts qu'il a pris. On va donc faire de nouveaux emprunts uniquement pour payer les premiers. L'idée du tiers-monde ne va donc pas durer. Les pays qui avaient essayé de constituer un bloc indépendant vont donc retomber sous la dépendance des pays les plus développés. Et nous verrons, dans la dernière leçon du chapitre, sur le monde d'après 1989, la situation qui peut leur être faite. Merci de votre attention. Au revoir.